C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue au démodé de la toute première formation Data Science du wagon. Un démodé un peu spécial, en live, compte tenu de la situation actuelle. D'ailleurs, certains des projets présentés seront dans le thème, puisque beaucoup d'entre eux seront sur le sujet médical. Néanmoins, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir virtuellement pour certains. Et on vous remercie d'être aussi nombreux ici et en direct pour découvrir les projets de nos étudiants. Ce soir, ils vont vous présenter 5 projets qu'ils ont développés comme des fous, en équipe et en seulement 10 jours. Avant de vous dévoiler leur projet, il y a un peu plus d'un mois, ils ont décidé d'embarquer dans une toute nouvelle aventure au wagon. Ils sont arrivés prêts à relever de nouveaux challenges, à explorer des tas de données. Et ces 9 dernières semaines, ils ont travaillé sans relâche. Ils se sont donnés à fond pour ce soir vous présenter le fruit de leur travail. Un petit mot sur le wagon pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Le wagon, c'est une école de code qui s'est lancée il y a 6 ans à Paris, qui est maintenant présente dans 38 villes et partout dans le monde. Elle a formé plus de 6900 personnes au développement web et maintenant, du coup, en data science. D'ailleurs, il y a 2 semaines, c'était nos tout premiers étudiants en développement web à temps partiel qui ouvraient le bal des démodés. La semaine dernière, c'était nos étudiants en développement web à temps plein. Et ce soir, on termine en beauté avec nos étudiants en data. Pour la plupart, ils se sont lancés dans cette formation pour encore monter d'un cran et s'orienter vers des postes qui tournent autour de l'analyse de données. Si vous aussi, d'ailleurs, vous souhaitez monter en compétences et mettre un pied dans la data, vous êtes bien sûr les bienvenus à nos workshops qui sont ouverts à tous. Ils sont gratuits avec plusieurs thématiques, web scrapping avec Python, SQL pour débutants ou data analyse. Bon, maintenant je m'arrête. Terminé pour moi pour ce petit speech. Je vous propose de démarrer ce démodé parce qu'il y a un vaste programme et c'est Kevin, teacher en chef de la formation data, qui va vous présenter les 5 groupes qu'il a suivis ces 9 dernières semaines. Merci Lamia, merci à vous. Bonsoir. Sans transition, ils ont réussi à mêler data science et croissant. J'appelle l'équipe Bimbo Inventory Manager avec Gabriel, Gaëtan et Hervé. Bonjour à tous, merci d'être venus nous voir en direct ou en live sur YouTube. Alors nous du coup, on va vous parler de pain, de prédiction de la demande sur des produits comme du pain, de la brioche, des chocolatines. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai un peu abusé de ce genre de trucs ces derniers temps. Du coup, en fait, notre intervention est basée sur un challenge Kaggle. Alors Kaggle, c'est une compétition, c'est une plateforme qui propose des compétitions pour les data scientists. En l'occurrence, cette compétition a été proposée par le groupe Bimbo, groupe qui est présent partout dans le monde. Et ils ont mis 25 000 € en jeu pour permettre au groupe qui aura une meilleure prédiction de remporter cette mise. Donc, c'est un format de type mission de conseil, globalement. Donc, on a l'avantage d'avoir des vraies données, d'avoir un vrai client. Donc c'est pour ça qu'on vous a aussi fait des vrais slides. Et par ailleurs, on va vous mettre aussi un peu de contexte. Donc, Bimbo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de Mondelez ou de groupe Kellogg's. Donc, ils proposent des produits sucrés. Et ce sont souvent des produits à faible durée de vie, 1 semaine à peu près. Donc du coup, ils vont faire face à un gros challenge. Comme ils sont présents partout et dans tout plein de magasins, leur challenge, ça va être de répondre à la demande du client et en même temps de ne pas
prévoir trop parce qu'en fait, ils ont aujourd'hui des coûts énormes sur les invendus. Et sur des produits où il y a une durée de vie d'une semaine, on a intérêt à être plutôt précis sur la demande qu'on prédit, la demande des clients. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, pour prédire leurs demandes, c'est surtout les équipes des sales qu'il faut un peu au doigt mouillé en fonction des expériences qu'ils ont dans les différents magasins. Demain, avec Bimbo Inventory Manager, la solution qu'on propose, on va leur proposer une prédiction exacte des ventes sur la semaine qui suit et une visualisation dynamique sur un outil qui leur permettra du coup d'intégrer leurs ERP et donc de prédire la production et la demande en conséquence. Alors, Grupo Bimbo in Mexico, c'est 500 entrepôts, 3000 routes, 1 million de magasins, 2500 produits. C'est beaucoup de données en fait. Et donc les données qu'on a en entrée qui vont nous permettre de faire nos prédictions, c'est 70 millions d'observations. Donc pour chaque produit vendu dans chaque magasin, desservi par chaque agence, pour chaque semaine. Et ça sur 6 semaines. Et nous, le challenge auquel on s'attaque, c'est de prédire ce qui va se passer en semaine 7. Combien de pains au chocolat vont être vendus dans tel magasin en semaine 7. Donc là, la donnée qu'on doit prédire, c'est 10 millions de lignes du coup. En fait, on s'est embarqué dans un problème un peu galère. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a que 6 semaines d'historique. C'est pas beaucoup, 6 semaines d'historique pour prédire la semaine d'après. Par ailleurs, on est sur de la donnée très très granulaire, 10 millions de lignes, un produit, ligne au produit au magasin près. Puis par ailleurs, si on regarde un peu comment la donnée est faite, ce qu'on voit, c'est que la plupart des magasins, vous avez un point par magasin par produit. Dans la plupart des magasins, en fait, les produits, la demande, elle se situe entre 0 et 10 ou 20. Et dans quelques magasins, la demande, elle explose, elle peut aller jusqu'à 3000. Donc c'est ce qu'on appelle des outliers. Et en fait, c'est des données qui vont, qui vont nous compliquer un peu la tâche en termes de prédiction. Par ailleurs, si on regarde ce qui se passe dans un magasin en particulier, mais c'est comme ça à peu près pour tous les magasins, si vous prenez par exemple la ligne rouge, panne Molido, ne me demandez pas ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en semaine 4, il y a une demande de 6 à peu près. Puis après, en semaine 5, ça disparaît. Plus de panne Molido dans ce magasin. Et il peut réapparaître quelques semaines d'après. Et en fait, on doit être capable de le prédire à peu près. Donc, c'est pas facile. Et ah oui, par ailleurs, il y a un problème de taille aussi. C'est qu'il y a des magasins et des produits sur lesquels on doit faire des prédictions. Alors qu'en fait, on les a jamais vus dans les données d'entrée. Donc, pour ce faire, on a appris un certain nombre de méthodes, et notamment le feature engineering, qui est une étape nécessaire à tout projet de data science, qui va consister à faire des calculs sur les données qu'on a pour rajouter des informations qui vont permettre d'avoir une prédiction un petit peu plus précise. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, on va vous montrer la méthode qu'on a prise, qui a le mieux marché, parce qu'on a essayé plusieurs choses. En tout cas, notre méthode consiste à faire des moyennes sur plein de niveaux d'agrégation différents ce qui s'est passé les semaines 1 à 6. Alors, on va faire des moyennes par magasin, mais on va faire aussi des moyennes à des niveaux d'agrégation un peu plus élevés, comme par exemple moyennes par entrepôt, par zone, etc. On fait des moyennes par produit, par catégorie, et puis vous voyez du coup que ça nous permet en fait de prédire ce qui se passe sur un produit qu'on n'a jamais vu, sur la base de la catégorie du même groupe. Le modèle qu'on utilise s'appelle XGBoost. XGBoost, en 2 mots, c'est un modèle optimisé qui fait fonctionner plein de modèles en cascade. Et chaque modèle de la cascade va prendre les résultats du modèle précédent, va travailler dessus pour diminuer un maximum l'erreur. Et donc ça va faire des itérations jusqu'à obtenir un résultat convenable. C'est assez long à entraîner, mais ça marche plutôt bien dans ce genre de cas. Alors l'interprétation de nos résultats, donc en fait on a essayé de prédire ce qui se passe en semaine 7, et du coup après on a comparé à ce qui s'est vraiment passé en semaine 7. Et on arrive à prédire la demande à peu près 30% près.
Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Comme ça paraît pas dingue. En fait, quand on compare avec les autres personnes qui ont participé à la compétition Kaggle, on est plutôt pas mauvais. C'est-à-dire qu'on se situe dans les meilleurs scores de prédiction. Et pourquoi en fait les meilleurs scores nous amènent à une précision de 30%? Parce que justement, la donnée qu'on vous a présentée, vous voyez qu'elle a été un petit peu compliquée à traiter. Si on regarde de plus près, en fait, on arrive à prédire à 10% d'erreur. Donc à 0,1 près, on arrive à prédire bien sur un tiers des observations. Et on arrive à prédire à 20% d'erreur sur 40% des observations. Par ailleurs, alors ça c'est un graphique qui s'appelle une boîte à moustaches. Ce qu'on va tirer de ce graphique, simplement, là, c'est juste la dernière moustache, la bleu foncé, qui nous dit que ce qu'on n'arrive pas bien à prédire, c'est les endroits où il y a beaucoup de demandes, les grosses demandes. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a des outliers et c'est difficile de prédire sur les outliers. Demain, on aimerait proposer une autre approche au groupe Bimbo, une approche série temporelle. C'est-à-dire qu'au lieu de tout moyenner comme on l'a fait, demain, on aimerait faire un modèle qui est autorégressif et qui permet en fait de mieux apprendre ce qui se passe d'une semaine à l'autre en fonction de quand ça s'est passé. Ce genre de modèle, en fait, du coup, il s'améliore avec le temps. Là, aujourd'hui, on n'a pas assez d'historique pour faire un modèle comme ça, mais si le groupe Bimbo nous donne des données sur 52 semaines, bah, en fait, on pourra faire des prédictions beaucoup plus précises avec un modèle comme ça. Et par ailleurs, l'avantage de ce genre de modèle, c'est qu'il nous permet de fonctionner avec la saisonnalité, c'est-à-dire de prédire quand est-ce qu'il va y avoir une demande beaucoup plus importante à un moment précis. Donc maintenant, on va vous montrer l'outil interactif qu'on a créé pour Bimbo, qui s'appelle Bimbo Inventory Manager. C'est une plateforme qui va permettre aux équipes logistiques de Bimbo de savoir quelle demande est prédite pour la semaine à venir et d'ajuster du coup l'approvisionnement, la production en conséquence. Alors, on va se placer sur la carte du Mexique. On voit où sont localisés les différents entrepôts Bimbo qu'il va falloir approvisionner la semaine prochaine. Et on voit que la demande globale, elle est à 75 millions d'unités sur les 550 agences. Bon, là, c'est une demande globale. On va peut-être, du coup, regarder par État. Alors, quel est l'État où il y a le plus de demandes la semaine prochaine? Estado de México. Bon, voilà, avec 10 millions d'unités. Bon, en fait, moi, je suis Area Manager chez Bimbo. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans l'état du Chihuahua. Ok, bon, les catégories produits que je vais vendre. Je peux aussi regarder la demande par produit. Et puis, enfin, ce que permet aussi notre plateforme, c'est d'aller regarder s'il y a des entrepôts sur lesquels il y a une demande inhabituelle. Par exemple, il y a un pic sur tel produit dans tel entrepôt, il faut l'anticiper, il faut anticiper la prod. Donc, je vais aller regarder mon camembert sur cet entrepôt en particulier et je vais voir aussi mon histogramme. Et je vais voir qu'en fait, la semaine prochaine, les tartinas Fresa, ça ne sert à rien que j'en donne à cet entrepôt-là, parce qu'en fait, a priori, il y en a 0 qui vont être vendus dans les magasins. Par contre, je vais devoir y aller fort en donas Azucar, parce que c'est là où il y a le plus de ventes prévues. Voilà, donc notre outil permet de voir les prédictions des ventes aujourd'hui. Demain, il permet aussi d'adapter toute la logistique autour. Et la supply. Et c'est là-dessus qu'on termine, avec un grand merci au wagon et à nos professeurs, notamment de s'être bien pris la tête avec nous sur ce sujet épineux, qui est la prédiction des ventes et les séries temporelles. Merci. Alors le groupe suivant, il a traité un sujet d'actualité puisqu'il s'est intéressé à des données sur les hôpitaux et en particulier sur le temps que va passer un malade
à l'hôpital suite à son admission aux urgences. Donc j'appelle l'équipe Codoc avec Paul, Aurélien, Raphaël et Mathieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous on s'éloigne un petit peu des croissants et des pains au chocolat et on va vous parler des hôpitaux et notamment notre projet c'était la prédiction de durée de séjour des patients qui arrivent aux urgences et le nombre d'admissions journalières dans les hôpitaux. Alors du coup, c'est un projet qui se décompose en deux parties. En premier, prédire le nombre de patients qui vont arriver à l'hôpital un jour donné. Et la deuxième partie, c'est une partie qui sert on va prédire la durée de séjour des patients qui arrivent aux urgences. Alors, on va commencer avec la prédiction du nombre de patients qui arrivent à l'hôpital. Et quelles données on avait au début? Alors au début, on avait des données toutes simples qui sont un nombre de jours et un nombre d'admissions, tous services confondus. Et si on plotte ça sur un graphique, ça ne parle pas tellement, mais on peut commencer à voir qu'il y a des creux, des pics. Voilà. Pour se rendre compte un peu de ce qui passe, on va zoomer un petit peu. Et si on zoome, on se rend compte qu'il y a une cyclicité, notamment une cyclicité sur la semaine, avec la semaine qui est les jours de la semaine où il y a beaucoup de monde, et les week-ends où il y a beaucoup moins de monde. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des jours un petit peu bizarres, comme ici, et en fait, le 15 août, et ça correspond notamment au jour férié. Alors, pour faire cette prédiction, on utilise un modèle qui s'appelle Prophet, qui est un modèle de décomposition de séries temporelles, qui est développé par les équipes de Facebook, et qui va nous permettre de capter les tendances et pas mal d'autres paramètres qui sont dans nos séries. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on découpe notre jeu de données en deux parties. Une partie qui va nous servir à entraîner notre modèle, on va le donner à notre modèle qui va s'en nourrir et détecter tout ce qu'il peut détecter dans toutes les données qu'il a. Et une partie qu'on se réserve pour tester nos données, on va prédire des données et on va les comparer avec les données qu'on avait mis de côté, qu'on n'a pas données au modèle, et comme ça, il ne sait pas à l'avance ce qu'on va lui demander. Alors, du coup, on utilise le modèle et les tendances qu'on voit, alors il y a une première tendance qui est sur toute notre période depuis 2017, bon, qui a l'air d'être à la hausse. On voit qu'on a à peu près plus 60 personnes en moyenne par jour. Ici, on a une tendance de jours fériés. On se rend compte qu'en fait, les jours fériés, comme on a vu pour le 15 août tout à l'heure, font beaucoup baisser les admissions. On a cette tendance hebdomadaire qu'on voyait tout à l'heure avec les week-ends ici et ici, où il y a beaucoup moins de monde, et une tendance annuelle, ce qu'on voyait tout à l'heure, les pics et les creux, qui correspondent en fait ici aux vacances estivales, et ici aux jours de fête, et les mois avec, on voit les mois avec beaucoup de jours fériés, novembre et mai, tout ça. Maintenant, sur la prédiction, bon, alors ici, ce que vous voyez, c'est les données réelles. Et une première chose à faire quand on veut prédire quelque chose, c'est de regarder quelque chose de très naïf, comme la moyenne. Donc là, on a regardé la moyenne sur tous les jours de la semaine, et on l'a mis. Et ça va nous servir de base pour voir si, est-ce qu'on prédit, ça a du sens, ou en fait, on aurait pu faire beaucoup plus simple avec la moyenne sans utiliser un modèle compliqué. Et donc ce qu'on prédit, c'est ce qu'il y a en bleu ici. C'est un peu mieux que la moyenne, ouf. Et voilà, du coup, bon, c'est bien, on a prédit. Mais maintenant, ce qu'on veut voir, c'est de combien on se plante. Et si on regarde un petit peu nos erreurs, qui sont par jour et en pourcentage, bon, on se rend compte qu'on est à peu près bien ici. Et en fait, là où on a des grosses erreurs, c'est les week-ends, tout ce que vous voyez ici. Pourquoi c'est les week-ends? C'est parce qu'en fait, en semaine, toutes les admissions, ou la grande majorité des admissions, sont des admissions qui sont prévues à l'avance. Monsieur qui va venir faire une auscultation, je ne sais quoi. Et par contre, les week-ends, ce sont les admissions en urgence. Et les admissions en urgence, c'est un phénomène qui est beaucoup plus aléatoire. Et l'aléatoire, on a beaucoup plus de mal à le prédire. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait aller regarder plutôt sur ces admissions en urgence, combien de temps allaient rester les patients. Et c'est le prochain sujet. Et pourquoi est-ce qu'on a envie de prédire ça? Deux raisons. La première chose, c'est que si on sait combien de temps restent les gens, on peut à peu près avoir le taux d'occupation de nos lits et prévoir tout ce qu'il nous faut en conséquence, le staffing, les dîners, ça peut être tout et n'importe quoi. Et le deuxième sujet qui est très important, c'est que une fois qu'on sait à peu près combien de temps dure chaque typologie de séjour, on peut aller détecter s'il y a des séjours qui durent beaucoup plus longtemps ou beaucoup moins longtemps que la normale. Et après, agir en conséquence et de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Alors les données qu'on avait, c'était l'âge du patient, son sexe,
sa date d'entrée, ce qui nous permet d'en tirer après l'année, le mois, le jour de la semaine, le code CCMU et le SIM10. Et ça vous parle énormément. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et le code CCMU, en fait, c'est un état du patient à son arrivée aux urgences. C'est posé à son arrivée aux urgences. Ça va de 1 à 5, 1 étant état stable et 5 pronostic vital engagé. Et le code SIM10, c'est le premier pronostic posé par un médecin. On va voir juste après, c'est une lettre et des chiffres. Par exemple, si on a un homme de 43 ans qui est admis un dimanche et qui a un CCMU 2, CCMU 2 c'est état stable, ça va, et un diagnostic SIM10 J96 qui correspond à une insuffisance respiratoire aiguë, là on voit qu'il reste 9 jours à l'hôpital. Et on peut avoir aussi par exemple une femme de 15 ans avec un CCMU 4, donc là ça devient un peu plus compliqué, pronostic vital engagé, et un SIM10 T50 qui est intoxication par produits chimiques. Et là elle est restée 2,6 jours. Le modèle qu'on utilise pour ça, c'est une Random Forest Regression. Alors c'est un peu barbare, mais en fait c'est pas très compliqué, c'est une multitude d'arbres de décision. Un arbre de décision, c'est quelque chose qui va prendre une première variable et qui va dire ok, est-ce que j'ai plus ou moins 87 ans? En fonction, ça va faire des branches. Et sur chaque variable, comme ça va faire plein de petites branches. Et ça va pouvoir catégoriser tout le dataset. Et à la fin, ça va poser un nombre de jours en fonction de toutes les petites catégories qu'il a trouvées. Et du coup, la Random Forest va prendre tous ces arbres et va faire une moyenne, qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu moins aléatoire que si on n'avait fait qu'un seul arbre. Alors nos résultats, c'est là. La ligne, dans un monde idéal, on aimerait que tous les points soient sur la ligne rouge, puisque sur l'axe des X ici, vous voyez que c'est le nombre de jours réels qu'ont fait les patients, et les Y, c'est le nombre de jours qu'on a prédit. Donc la ligne rouge étant X égale Y, si tous les points sont sur cette ligne, ça veut dire qu'on a prédit exactement la réalité. C'est pas du tout le cas. Et même si on peut croire que ça a l'air bien, en fait, si on regarde un petit peu les échelles, sur des séjours ici qui peuvent faire 2 jours, on peut prédire jusqu'à 5 jours, 7 jours. Donc en fait, c'est pas dingue. Et puis on se rend compte aussi que plus on va loin, plus notre prédiction est bizarre et on sous-estime un peu notre prédiction. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'on a énormément de données de gens qui sont sur des séjours courts et beaucoup moins de données sur des séjours longs. Du coup, ils donnent plus de poids aux séjours courts. Donc maintenant, on sait que c'est pas bien. Super, on a mal prédit. Mais on veut savoir un petit peu pourquoi on a mal prédit. Et du coup, en fait, le facteur le plus limitant qu'on a remarqué, c'est que, en fait, sur plusieurs catégories, sur la même catégorie, un patient qui a le même âge, la même pathologie, le même sexe, mais en fait, 2 patients ne peuvent rester pas du tout le même jour. Et un exemple qui est très parlant, c'est dans le dataset, et on l'a pris complètement au hasard, c'est pas quelque chose qu'on a pris parce que c'était particulièrement flagrant, c'est vraiment au hasard. Sur les femmes de plus de 90 ans qui ont un CCMU type 4 et qui sont venues pour un infarctus cérébral, en fait, il y en a qui restent 0,9 jours, il y en a qui restent 25 jours. En fait, il n'y a pas de généralisation du tout. Et c'est ça qui nous manque. Donc, ce qu'on peut faire pour aller plus loin, c'est soit restreindre notre jeu de données et se dire, bon, allez, on va essayer de prédire que sur certaines maladies qui sont à peu près stables, et celles-là, on arrive à les prédire, et on pourra dire honnêtement aux médecins, aux docteurs, bon, ça, je sais faire, le reste, je ne sais pas faire, mais au moins, on a ça. L'autre chose qu'on peut faire, c'est avoir beaucoup plus de données, de plus d'hôpitaux, avoir plus de cas, et peut-être que là, on arrivera à trouver plus de généralisation. On peut aussi essayer d'aller chercher des variables qui sont un peu plus différenciantes. Et la dernière solution, c'est de travailler avec des professionnels qui connaissent un peu plus les problématiques du métier et qui pourront nous aider à trouver justement le cas au-dessus des variables plus différenciantes que nous, on n'avait pas du tout pensé, mais eux, comme ils connaissent un peu ce qui se passe, ils arriveront beaucoup mieux à nous driver là-dessus. Merci beaucoup. J'ai fini. Pardon, J'aimerais juste dire un grand merci à mon équipe, Aurélien, Mathieu et Raph, qui ont bossé comme des oufs, à Lucien, qui nous a fourni les données et qui nous a vachement accompagnés sur le projet, et à tous les professeurs et l'équipe du wagon. Voilà, merci. Merci Paul. Alors le prochain projet, j'ai complètement oublié ce que c'était. Ah oui, c'est un projet qui s'attaque à Alzheimer et au diagnostic d'Alzheimer en particulier. Donc je vais appeler l'équipe formée par Bernard, Iris, Marcel, Ségolène et Soumia.
Bonjour, docteur Bernard. Bonjour Iris, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Eh bien écoutez, ça va très bien, je tousse un peu depuis ce matin, mais le moral est bon. D'accord. Ah merci, excusez-moi, je pars la tête. Écoutez, j'ai cru comprendre que vous faisiez actuellement votre thèse sur la maladie d'Alzheimer. Où en sont vos recherches? Alors, pour l'instant, j'en suis à l'introduction. Donc, je sais que la maladie d'Alzheimer, ça consiste en une lente dégénérescence des neurones, de la perte de la mémoire récente, de la perte des repères espace-temps. Et il y a 900 000 personnes qui sont malades en France et on attend le double donc en 2050, donc c'est-à-dire 1 800 000 personnes malades. C'est une maladie qui se déclenche à partir de 65 ans et qui atteint un pic à partir de 80 ans où 15% des personnes sont malades. Une personne n'est pas diagnostiquée sur 3, malheureusement. Il y a 20% des personnes qui sont âgées de 65 ans, 20% qui sont âgées à partir de 65 ans en France, ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de monde qui seront malades d'Alzheimer. Et ça coûte 19 milliards d'euros en prise en charge, dont 53% en hospitalisation et 6% en diagnostic de la maladie. Et j'ai besoin de votre aide, docteur, pour savoir comment évolue cette maladie. Écoutez, chère Iris, je suis là pour ça. Alors, comme vous pouvez voir, le problème est très simple, c'est d'une simplicité biblique. Nous avons pu diviser donc les symptômes de la maladie d'Alzheimer en grossièrement 3 tranches. Première tranche, on a donc les sans troubles apparents. Sans troubles apparents, effectivement, donc on peut encore mener une vie à peu près normale, payer ses impôts, faire des chèques, etc. Stade intermédiaire, c'est là où ça commence à se gâter, léger, on commence à regarder Cyril Hanouna. Moyen, voilà, on commence à voter RN. Là, ça sent pas bon. Et puis là, le 3e stade, c'est Alzheimer et c'est le drame, comme vous savez. Et le problème de cette maladie, la tragédie de cette maladie au sens grec du terme, c'est que c'est tellement inéluctable et qu'une fois qu'on est enclenché sur cette pente délétère, il n'y a plus de retour en arrière. Mais il y a heureusement une bonne nouvelle, c'est que si on s'y prend assez tôt pour le diagnostic, on peut ralentir l'apparition des symptômes et diminuer légèrement les effets de la maladie. Ce pourquoi les consultations mémoire sont primordiales. Et à cette fin, nous utilisons depuis maintenant quelques semaines un outil révolutionnaire qui s'appelle Global Recall et qui nous permet de faire 2 opérations à la fois. Primo, un diagnostic immédiat pour connaître l'état actuel et présent du patient. Secondo, un outil de prédiction qui nous permet finalement de savoir avec un bon degré de confiance dans quel état le patient sera dans 3 ans. Donc je vous propose de le découvrir avec moi. Et à ce sujet justement, nous aurons bientôt une visite de Madame Genet et je vous propose de m'accompagner. Avec grand plaisir. Madame Genet? Ginette? Oui, docteur. Oh, venez par ici, Madame Junior. Oh là là, vous êtes mignonne. Oh là là, ça me fait plaisir de vous revoir après tout ce temps et ces rendez-vous manqués. Oh là là. Oui, docteur. C'est pas facile. Je sais bien, ils disent tous ça. Et vous avez pris vos médicaments? Non, j'ai oublié. Ah, forcément. Ouais, et... À ce propos, ça va pas du tout, docteur. Je me souviens plus de la date d'anniversaire de mes petits-enfants. Les crêpes, je sais plus les faire. Je remplace le sucre par le sel. C'est la cata. Alors écoutez, il faut relativiser. Moi, je me souviens jamais de la date d'anniversaire de ma femme, après tout. Mais écoutez, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, vous voyez, c'est qu'on a reçu... On a reçu tous vos résultats de la dernière consultation mémoire, des IRM, des PET scans, on a même vos tests cognitifs. Et voilà, à partir de tout ça, on a pu envoyer ce magma de données à un modèle fort lointain qui se trouve sur une île qui s'appelle Google Cloud Platform. Et je vous propose justement de voir
le diagnostic que nous pond ce magnifique outil situé en Californie. Alors attention, tourne. Faut attendre un peu de temps parce que ça part de Californie, ça prend les câbles sous l'océan Atlantique, ça arrive chez nous. Ça va sinon les enfants, c'est les petits enfants, ça va le bachot. Voilà, vous voyez là, ça prend un peu de temps. Hein. Ah voilà. Merci. Alors, vous voyez Iris, là, ça nous facilite notre travail de médecin. Parce qu'avec ça, vous voyez, j'ai à peu près une chance de 65% de pouvoir dire à Madame Genet, sans me gourer, qu'elle a des troubles cognitifs intermédiaires, mais inquiétants. Madame Genet, vous avez des troubles intermédiaires inquiétants. Mais les mauvaises surprises ne s'arrêtent pas là, puisque nous avons aussi des prédictions à 3 ans, et les prédictions à 3 ans, voilà, je vous laisse imaginer, tourne. Voilà, GCP, réveille-toi. Oh voilà. Des mots. Je vous propose de repasser. Alors écoutez, Madame Genet, est-ce que je peux vous dire Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, écoutez, c'est que d'après ce que j'avais reçu, vous aurez Alzheimer dans 3 ans, mais heureusement, vous pouvez vous soigner. Et c'est pour ça que je vous recommande à mon confrère, le professeur Mathusalem. Voilà, c'est un gériatre, hein, il saura se prendre soin de vous. Vous lui passerez le bonjour de ma part et revenez dans 3 mois si vous vous souvenez encore de moi. Iris, vous pouvez accompagner, j'ai un rendez-vous après, c'est important. Oui, d'accord, pas de problème. Merci. Vous êtes un ange. Ouais. Alors, bon, vous voyez là, moi je suis un médecin, je suis ingénieur, alors bon, je vois quand même toutes ces données. J'ai mis le micro, hein, on n'est pas habitué à prendre le micro à l'hôpital. Généralement, en fait, on a des masques hein, à l'hôpital en ce moment, et je vous remarquer, d'ailleurs, aucun d'entre vous n'a de masque, hein, donc vous êtes tous plus ou moins contaminés, hein, mais sinon je vous souhaite passer une bonne soirée. Soyez en passant, j'avais un rendez-vous et les personnes qui devaient arriver n'est pas vraiment ponctuelle. Ah mais elle arrive. Enfin. Bonjour docteur. Anne Mnezik, de Data Scientist chez Alzheimer. Vous vous souvenez de moi? Ah bah avec un nom pareil, forcément. Allez, check. Alors, écoute... ouais. Vous avez bien reçu mon logiciel? Ouais, eh ben écoute, alors... Global Request. Alors ouais, ben, je vais vous dire, Global Recall, bon, l'interface est super vieux friendly, old school, vraiment très 8-bit, j'aime beaucoup le côté rétro, hein. Mais il y a quelques petits problèmes de performance. Soyez en passant, on n'est pas là pour en parler, j'aimerais juste en savoir plus sur le modèle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Alors les données qui sont utilisées pour le modèle sont en fait issues de l'étude réalisée par l'ADNI, qui est une étude qui a débuté en 2004 et qui regroupe plus de 2000 patients, avec plusieurs visites médicales pour chaque patient. Et dans cette étude, cette étude a collecté plusieurs types de données. Donc il y a des données démographiques, comme l'âge, le sexe, etc. Plusieurs types de tests cognitifs, des données génétiques et des données d'imagerie, comme les IRM, qui ont été retraitées afin de les intégrer dans un modèle. Et nous avons gardé plus de 600 caractéristiques pour les utiliser dans un modèle de machine learning. Et ce modèle, en fait, c'est un modèle de classification. Nous avons choisi le modèle identique à celui de Paul tout à l'heure, à savoir un random forest classifier. Et en fait, chaque modèle va prédire une catégorie, une classe d'un patient parmi 3 classes. À savoir, soit le patient n'a pas de difficultés cognitives, soit a des difficultés cognitives, ou soit a la maladie d'Alzheimer. Ok, alors je vois très bien.
Tout ça, effectivement, ma foi, est fort conséquent. J'imagine que ça a dû vous demander beaucoup de travail et de nuit blanche. Maintenant, est-ce que vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît, sur le premier modèle, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour annoncer une fort mauvaise nouvelle à Madame Genet? Le modèle de diagnostic. Exactement. Eh bien, ce modèle a une très grande performance, à savoir qu'il est capable de prédire correctement la classe du patient dans 92% des cas. Il ne fait qu'une erreur de prédiction que dans 8% des cas. Eh bien, tout cela vraiment est digne de louange. Mais maintenant, j'imagine que pour le second modèle, celui que nous avons entreaperçu, ou oserais-je dire fantasmé, faute de GCP, tout à l'heure, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur son fonctionnement, que j'imagine effroyablement complexe? Effectivement, ce modèle a de très belles performances. C'est dommage que vous ayez pu tester ce modèle. Donc, en fait, il a une prédiction, il arrive à classer correctement les patients dans une des 3 classes. Dans 82% des cas, il fait une bonne prédiction. Il ne fait une erreur que dans 18% des cas. Alors que si on prenait un modèle simpliste, à savoir qu'on se dirait que dans cette hypothèse simpliste, que les patients à l'instant T, par exemple Ginette, qui a des troubles cognitifs à l'instant T, et qu'on dirait qu'à l'instant T plus 3 ans, exactement le même diagnostic, à savoir des troubles cognitifs. Et bien, en faisant cette hypothèse, le modèle se tromperait dans 24% des cas. Donc, grâce à notre modèle, eh ben vous divisez votre erreur par 1,3. Tout cela est absolument remarquable. Cependant, au cours de ma longue carrière de médecin, je me suis quand même dit que identifier correctement les malades qui ont effectivement Alzheimer, c'est un exercice ardu, pour ne pas dire hasardeux. Alors, rassurez-moi, quelle est la capacité de votre modèle à prédire correctement quels sont les malades qui sont effectivement malades d'Alzheimer? Docteur Bernard, je comprends parfaitement votre requête, et effectivement, il y a beaucoup de professionnels de santé qui m'ont fait part de cette même problématique. Et grâce à notre modèle, il va prédire correctement 90% des patients atteints d'Alzheimer. Donc c'est une très très belle performance. Tout ceci est parfaitement parfait. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer que j'ai malheureusement des préoccupations en ce moment bien plus prosaïques. Vous voyez, en ce moment, mon directeur me met une pression monstre pour que je coupe les coups de partout dans l'hôpital. Et il faut vous comprendre que là, toutes les IRM que je fais passer aux personnes âgées, ça me coûte un pognon de dingue, pour citer un autre président. Alors maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi à ce niveau-là? Comment couper mes coups? J'ai bien dit couper mes coups, j'insiste. Je comprends parfaitement votre problématique, et vous m'aviez fait part que la dernière fois que nous nous étions rencontrés, que les IRM coûtaient 150 €. Et pour répondre à cette problématique, ce que l'on propose, c'est que, comme là actuellement, vos patients, de ce que vous m'aviez expliqué, entre l'instant T et T plus 3 ans, réalisent de nombreuses IRM. Donc ce que nous, on proposerait dans un futur modèle, c'est d'entraîner notre modèle avec un seul IRM par patient et de regarder en fait le degré de confiance attaché à la prédiction de notre modèle. Et si la performance du modèle est bonne, peut-être que vous pourriez envisager de diminuer le nombre d'IRM par patient entre l'instant T et T plus 3 ans, et donc diminuer les coûts pour l'hôpital. Tout cela est extrêmement prometteur, et j'ai vraiment hâte d'essayer la prochaine version de votre logiciel. Mais, alors vous voyez... Je tiens à vous faire remarquer que, en vérité, Marcel a un corps. Hein. Vous voyez là sur à droite, le projet a été rude pour tous, mais nous avons quand même su conserver son intégrité corporelle, jusqu'à la fin.
En tout cas, un grand merci à toute l'équipe, donc à Iris, à Soumia. Qui peuvent venir, hein, venez, viendez. Et on tenait également à remercier tous les TA, tous les professeurs, et une mention spéciale à Kevin et à Igor qui nous a présenté le projet. Et j'aimerais moi aussi faire un gros bisou baveux à Marcel, en dépit de toutes les restrictions sanitaires, parce qu'il nous a littéralement sauvé la vie il y a quelques jours, et Marcel, on t'aime. Ça y est, je me souviens. Le prochain projet, on va changer totalement de domaine, d'accord ? Ils ont vraiment réalisé une mission de consulting pour une boîte qui s'appelle Combo. Et donc, j'appelle l'équipe formée par Amine, Davy, Pierre-Henri et Quentin. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de Combo. Combo, c'est une vraie boîte assez récente, c'est une start-up. Vous n'en avez pas encore beaucoup entendu parler, mais elle vend déjà des centaines de tickets par jour. Elle nous a donné des vraies données et elle attend de notre part un job de consultant, donc avec de vraies recommandations très pratiques qu'elle puisse mettre en application rapidement. Alors, comme c'est une vraie boîte, il y a des données qui sont assez confidentielles. On les a utilisées pour notre étude. Elles vous intéressent, mais vous ne les verrez pas ce soir. J'en suis absolument désolé. Pour revenir sur qui est Combo et ce qu'ils font, donc ce sont des applications sur mobile et un site qui permettent de faire du booking, pas de la comparaison de prix, pour acheter des tickets pour voyager. Aujourd'hui, c'est des tickets de train et des tickets de bus. Prochainement, ce sera également des billets d'avion. Et c'est européen. On va de Brest à Donetsk, mais on ne va pas jusqu'à Vladivostok, en tout cas pas encore. Et en fait, c'est un business model qui est assez unique, peut-être de façon un peu inattendue. Des gens qui fassent vraiment du multimodal aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Comment ça marche? C'est extrêmement prévisible. Vous voulez aller de Paris à Chamonix, vous voulez partir un certain jour, vous avez un nombre de passagers, vous rentrez ça dans le moteur de recherche et il vous donne un certain nombre d'options. Alors, ce qui est intéressant ici par rapport à ce que pourraient faire d'autres, c'est que vous avez du train, du bus, des trajets directs, des trajets avec escale et un moteur de recherche qui sait fabriquer à partir de briques un trajet dans lequel, par exemple, vous allez changer de compagnie quelque part au milieu de votre trajet. Et ça vous permet d'optimiser généralement le prix. Et donc, quand vous avez trouvé le billet de vos rêves, vous cliquez, vous payez. Alors, pour comprendre les recommandations qu'on a cherché à faire, il faut comprendre un petit peu le business model. C'est quelque chose d'assez classique. C'est un business qui est entièrement digital. Ça veut dire qu'il est complètement scalable. Le coût de fabrication du billet est quasiment nul. Il y a évidemment une infrastructure, une base de coûts fixes. Les coûts variables, c'est essentiellement les coûts d'acquisition du client. Côté revenus, comme le coût de fabrication est quasiment nul, il y a apparemment de mauvais clients, mais il y a des clients qui rapportent plus et des clients qui rapportent moins, et c'est basé entièrement sur le chiffre d'affaires. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est tautologique. On veut identifier les transactions, les clients qui amènent un chiffre d'affaires important. Première étape. Deuxième étape, faire des recommandations sur comment est-ce qu'on va avoir de plus en plus de clients avec un chiffre d'affaires important. Alors, comme beaucoup de startups qui partent avec un brand qui n'est pas connu, Combo utilise énormément la pub en ligne, singulièrement sur Google. Alors, juste pour vous donner une idée des ordres de grandeur, vous les avez là. Ce qui est le bleu foncé en bas, c'est quand on regarde les gens qui arrivent sur le site, combien sont arrivés par Google via une pub payante. En bleu, un petit peu plus clair, combien sont arrivés sur le site par Google via une pub organique, autrement dit gratuite. Et au-dessus, c'est les gens qui sont arrivés directement sur le site. Ils ont tapé combo.co. Et au-dessus, vous avez le reste. On ne va pas en parler parce que ce n'est pas significatif. Donc, vous ne serez pas surpris, compte tenu de la façon dont les gens arrivent sur le site, que beaucoup de nos recommandations, assez naturellement, vont être des recommandations sur la façon d'optimiser la pub sur Google.
Voilà. Maintenant, on va regarder le modèle et les données. Amine. Merci. Donc un petit mot sur nos données. On a reçu, Combo nous a envoyé des données par ticket passager et par panier. Donc on avait 2 ans et demi de données, mais dû à un changement de business model, on a dû utiliser les 6 derniers mois. En premier lieu, on a eu un travail de nettoyage de données, d'agrégation, mais aussi de création de nouvelles variables, notamment les variables sur tout ce qui est données financières, comme les marges et le chiffre d'affaires. On a pu créer des données par trajet et des données par étape, puis à partir de ça, créer des données par trajet. Donc typiquement ici, on voit un trajet Paris-Avignon et une étape, ça serait le Paris-Lyon, par exemple. Ici, on voit la distribution du chiffre d'affaires par ticket et on compare ça au pourcentage du chiffre d'affaires total. Donc on voit qu'à partir de qu'on peut repérer au fait 2 classes où on voit que 20% des tickets les plus profitables représentent 60% du chiffre d'affaires. Donc ce qu'on essaye de faire justement, c'est de faire une classification pour pouvoir repérer ces 20%. Parce que c'est une catégorie qui nous intéresse particulièrement. Donc pour ça, on utilise un Random Forest Classifier pour pouvoir justement les repérer. Et notre objectif, au fait, c'est d'optimiser la précision du modèle. On a envie quand on dit que ce ticket-là, il fait partie des 20% les plus profitables, qu'on ait raison ou qu'on ait un degré de précision assez intéressant. Donc en faisant tourner notre modèle, on se rend très vite compte que la distance, au fait, c'est une variable très importante. Ceci dit, la distance, c'est assez intuitif, mais on aimerait quand même repérer d'autres variables pour pouvoir émettre des recommandations à Combo. Donc, on refait l'analyse, mais à distance constante, et on se rend vite compte que la population de la ville, le nombre d'arrêts et tout ce qui est heure de départ et heure d'arrivée sont particulièrement importants. Voilà. Du coup, maintenant, on a vu à peu près toutes les variables explicatives, en fait. Et là, ce qu'on va faire, donc on a la population de départ, population d'arrivée, etc. Et ce qu'on va faire là, on s'est concentré et on a regardé ce qu'il y avait derrière ces variables-là pour pouvoir faire des recommandations. Là, par exemple, c'est les villes qui sont les plus profitables au total pour Combo. Et en fait, on voit que Paris écrase tout, mais les villes derrière, ça reste des grandes villes. C'est Lyon, Toulouse, Bordeaux. Donc ça confirme un peu ce qu'on avait vu avant. Et en fait, ce qu'on a fait ensuite, c'est d'essayer de regarder les trajets les plus profitables en moyenne pour Combo, qui rapportent un minimum de 200 € de turnover pour Combo au total pour que ça soit significatif. Et donc là, on voit des Paris-Lisbonne, Rome-Paris, Paris-Nice, etc. Et en fait, ce qu'on a remarqué là, c'est que donc en fait sur Google il y a des keywords et Combo paye des keywords pour que leur page apparaisse en premier. Et en fait il y a beaucoup dans leurs keywords il y a beaucoup de trajets et tout, mais il n'y a jamais les trajets qu'on a mis là. Il n'y a pas ces trajets là qui sont pourtant les plus rentables. Donc une de nos recommandations ça serait de bider sur ces trajets là au moins. Et en plus de cela, ce que pourrait faire Combo, ça serait de travailler sur des landing pages. C'est-à-dire qu'on tape ce trajet, on arrive sur une page dédiée sur ces trajets-là. Et voilà. Et ce qu'il faudrait faire aussi, c'est travailler les textes d'explication sur Google une fois que l'ADS est mise en place. Et aussi, là, ce qu'on peut faire, nous, c'est carrément recommander un prix de bidding à ne pas dépasser pour Combo parce qu'on sait la rentabilité par trajet. Donc on peut savoir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ça vaut le coup de bidder pour avoir une pub. Donc une autre variable qu'on avait vue avant, qui était explicative, c'était les pays d'arrivée. Donc là pareil, on a regardé. Donc le graphe du dessus là, c'est le chiffre d'affaires par pays en fait. On a enlevé la France parce qu'il écrasait tout. Et en dessous, c'est le chiffre d'affaires moyen, enfin le turnover moyen par pays. Et donc là, on remarque juste que l'Espagne, le Portugal et la Pologne, c'est les pays qui ressortent dans les deux. Donc pareil, un peu la même recommandation du dessus, c'est des trajets où il faut se concentrer, où il faut
il faut mettre des keywords, il faut bider sur ces trajets-là pour Combo. Une autre variable explicative, c'était les heures de départ, les heures d'arrivée. Donc le graphe du dessus, par exemple, c'est le turnover par heure de départ. Le graphe du dessous, c'est le turnover par heure d'arrivée. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les départs sont tardifs et les arrivées sont tôt le matin. Et en fait, c'est les trajets de nuit. Et donc, en fait, on a remarqué que les trajets de nuit étaient très profitables pour Combo. Et en fait, ils n'ont pas du tout de page dédiée pour les bus de nuit et tout. Par exemple, on a regardé chez les concurrents, il y a des pages dédiées pour les bus de nuit. Donc pareil, ça serait des voies à exploiter, ça serait de créer une page dédiée et pareil, des ads sur les bus de nuit. Et voilà. Et du coup, je vais laisser. Du coup, là, on a regardé un peu les variables sur les trajets et tout, comment on pourrait optimiser les trajets. Là, on va regarder ce qu'on peut faire pour targeter les bons customers. Alors, comme vous avez vu, pendant les grèves, Flixbus et Ouibus ont augmenté leur chiffre d'affaires de manière substantielle. Donc, on a bien vu comment sont décomposés les trajets, mais nous, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est qui sont les clients de Combo. Et sur le site de Combo, on n'a pas de compte client, on achète directement notre billet. Donc, on a des données comme l'âge, où on voit quand même que les clients de Combo sont plutôt des jeunes voyageurs de 18 à 35 ans. Et nos targeting par Google Ads sont inefficaces. Donc nous, ce qu'on pourrait recommander à Combo, déjà, c'est de les inciter à acheter des billets, les jeunes, via les réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram. Moi, j'aimerais un peu entrer dans une analyse plus fine des clients. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas du tout de compte client. Ça ne nous a pas empêché de faire une segmentation client plutôt pertinente, parce qu'on a un modèle assez standard dans l'industrie qui s'appelle le RFM, donc Recency. C'est la date du dernier achat du ticket de bus. On a la frequency qui est le nombre d'achats du ticket de bus. Et enfin, on a la monetary value. Ça, c'est le chiffre d'affaires généré par un client. Et avec ces trois métriques, on arrive à générer un RFM score, ça s'appelle comme ça, qui nous permet ensuite de segmenter nos clients en 5 catégories que vous voyez sur les 6 comptes. Et on va voir un peu qui sont ce qu'on appelle nos champions, nos clients loyaux, ceux qui sont propriétaires, ceux pour lesquels on a besoin de faire un focus plus important, et puis les clients qu'on appelle un peu morts, ceux qui ont acheté peut-être un ticket il y a très longtemps. Donc ce que vous voyez, c'est que par exemple nos champions, ils ont commandé leur dernier ticket il y a maximum 25 jours, ils en ont commandé 4. De l'autre côté, on a les clients à réactiver, ce sont des clients qui ont acheté il y a plus de 2 mois, 65 jours, peut-être un seul ticket, et pour eux, on n'a que l'email pour pouvoir les contacter et pouvoir les relancer. Et entre les deux, on a des clients, on a 3 catégories de clients qui ont acheté il y a à peu près entre 1 mois et demi, 2 mois, avec divers paniques pour lesquels on pourrait les targeter quand ils tapent par exemple billets de bus de nuit pas cher. On est beaucoup à avoir dans notre jeunesse et peut-être même encore maintenant. Et ces personnes-là, on a vraiment envie de les attendre. Donc je laisse la parole à Pierre-Henri pour conclure. Voilà. Alors on vous a dit qu'on avait trouvé des données intéressantes dans nos modèles et qu'on allait vous expliquer ce qu'on en faisait. En fait, on a un peu menti. On n'a pas tout utilisé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on avait quand même un sens du timing qui est assez exceptionnel parce qu'on a cherché à faire de la prédiction dans l'industrie du transport sur une période assez courte qui incluait les plus grosses grèves qu'on ait eues depuis très très longtemps et un coronavirus. Donc malgré ça, on arrive à faire des prédictions assez intéressantes, mais clairement il y a des variables saisonnalité dont on attendrait normalement pas mal de contenu et qui, pour des raisons que tout le monde comprendra, compte tenu de la durée assez courte de la série, on a préféré ne pas les utiliser. Il est clair que si on a déjà vu ça tout à l'heure dans d'autres équipes, si on avait des données un peu plus longues, on pourrait retrouver de l'information. La deuxième chose, c'est qu'on a des données. Par exemple, est-ce que la réservation est faite très longtemps à l'avance ou juste la veille? Est-ce que le trajet a une étape, 2 étapes, pas d'étape? Statistiquement, ça explique des choses. Nous, on ne sait pas très bien comment transformer ça en une recommandation actionnable pour le business. Donc, on l'a laissé de côté. Et enfin, et là, on n'a juste pas eu le temps. On a des données, évidemment, sur les vacances scolaires, le timing des départs et des bookings par rapport aux vacances. On n'a juste pas eu le temps de les exploiter, mais avec un peu plus de temps, il y a certainement encore plus d'explications à trouver là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci au team du wagon.
Je pense que pour un badge qui tournait vraiment pour la première fois, respect les gars. Voilà, prompt rétablissement à Sébastien, un grand merci à tous. Très bien. C'est déjà l'heure du dernier projet. Et, et pas des moindres, hein, ils vont vous parler avec le cœur. Puisque... Puisqu'ils ont réussi à développer un outil de diagnostic de l'arythmie cardiaque à destination des cardiologues. Voilà, j'appelle l'équipe de Étienne, Hubert, Mohamed et Wadi. Le projet s'appelle Hello Harry. Ok, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Wadi et avec mon incroyable équipe, la team Hello Harry, on se passionne de data science et notamment la data science appliquée à la santé. Alors petit rappel de vos cours de biologie du collège. Alors qu'est-ce qu'un battement cardiaque? Alors le battement cardiaque c'est une action qui se décompose en 3 étapes. Donc la première étape qui correspond à la contraction des oreillettes du cœur qui va envoyer le sang dans les ventricules. La deuxième étape, c'est la contraction des ventricules pour envoyer le sang dans le cœur tout entier. Et puis, la troisième étape, c'est un moment passif, un quart de seconde où le cœur est passif et va se rengorger de sang pour le prochain battement. Alors, ce que vous voyez à l'écran, si tu peux remonter, Mohamed. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un signal ECG. Donc, c'est ce que le cardiologue va venir mesurer lors de son électrocardiogramme, donc l'ECG, pour voir pour bien mesurer le signal électrique qui passe dans le cœur à chacun des battements. Donc, à quoi ressemble un ECG dit normal, donc d'un patient qui va très bien? Donc, c'est des battements de cœur réguliers qui reviennent successivement. Donc là, on peut voir que notre patient va très bien et il est vivant. Alors, quel est le cas opposé aux cas dits normaux? C'est notamment les cas dits arythmiques. Donc, c'est des patients dont le cœur va battre de façon irrégulière. Alors, la particularité des signaux type arythmie, c'est des signaux dont les battements de cœur vont battre parfois de façon très normale, comme on peut le voir sur le graphique ici. Et parfois présenter des signes d'arythmie où le cœur va battre successivement sur plusieurs battements de cœur de façon arythmique. Alors, comment un cardiologue va lire un ECG de patient? Donc, il va prendre l'électrocardiogramme imprimé et il va faire une analyse battement par battement pour voir si les battements présentent des signes type normaux ou type arythmique. Quelle est donc la problématique de cette façon de lire les ECG? C'est que d'une part, elle est chronophage, puisque le cardiologue doit passer du temps battement par battement, observation après observation, pour lire si chaque battement est problématique. Et en plus, le cardiologue peut se tromper. Donc on sait qu'en moyenne, le cardiologue arrive à prédire le signal correctement aux alentours de 60-70% du temps. Alors nous, comme on est des super data scientists, comment on fait pour aider les cardiologues à mieux distinguer un signal arythmique d'un signal dit normal? Alors on va partir d'une base de données qu'on a récupérée du site physionet.com, qui est en fait un site qui va recenser des bases de données de signaux biologiques qui ont été validés cliniquement par des médecins. Très souvent, c'est des bases de données qui proviennent d'hôpitaux, par exemple. Alors, notre base de données se présente comme ceci. Donc, à chacune des lignes, vous voyez en fait ce qu'on appelle une donnée temporelle, donc ce qu'on appelle time series. Et en fait, cette time series va représenter un battement dans le temps.
À la fin, tout au bout de ma donnée, donc sur la dernière colonne, une catégorie va aller annoter, catégoriser le signal, en tout cas le battement de cœur, d'une catégorie qui va de 0 à 4. Alors, à quoi correspondent ces catégories? Donc 0, c'est les catégories dites normales, donc c'est un battement de cœur normal. Les catégories 1, 2 et 3 vont correspondre à des types d'arythmie, donc 3 types différents qu'on va étudier ici. Et le 4e type, c'est un type dit inconnu, donc unknown en anglais, qui va correspondre en fait au fait que les cardiologues n'ont pas su correctement labelliser le signal pour définir si ce battement de cœur présente de l'arythmie ou non. Alors voici un exemple très rapidement de ce qu'on a dans notre jeu de données initial. Vous avez un battement de cœur selon les 5 catégories qu'on peut voir à l'écran. Et en fait, on voit tout de suite que intuitivement, les signaux vont présenter des formes différentes. Donc on arrive tout de suite à distinguer qu'en fait, le jeu de données de départ va présenter des différences qu'on va pouvoir étudier. Alors maintenant qu'on a notre jeu de données, on va réfléchir sur quel modèle de machine learning, de deep learning, de data science en règle générale, on va appliquer pour faire de belles prédictions sur nos signaux cardiaques. On va appliquer ici en fait un papier de recherche qui a été développé par un groupe de chercheurs de l'université de UCLA, qui est une université américaine. Et ils ont développé un réseau de neurones, donc un réseau de deep learning de type convolutionnel, qui est en fait un réseau de neurones qui est souvent utilisé pour l'analyse d'images. C'est un peu votre Face ID sur votre iPhone, par exemple. Alors, étant donné que ce type de réseau de neurones, qui est d'ailleurs très efficace sur l'analyse de signaux électriques, donc de signaux même en général, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va utiliser ce modèle ici, pour avoir une intuition de ce que notre modèle va regarder en précision, on va vouloir observer notre signal d'un peu plus près. Donc là, à l'écran, vous avez le battement à gauche dit normal, et vous avez à droite la heatmap associée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une heatmap? Très simplement, c'est en fait une image de plusieurs signaux superposés sur une portion du signal donné. Et en fait, on va, par code couleur, on va mettre en évidence les densités des points, les points caractéristiques du signal qui vont revenir le plus souvent pour, par exemple, les signaux de type normaux. Donc là, on voit ici à l'écran que les points caractéristiques des signaux normaux sont plutôt vers le bas du graphique. Si on regarde de plus près nos signaux de type arythmie, donc les 3 types d'arythmie qu'on étudie, donc supraventriculaire, ventriculaire et ce qui est un peu une contraction des deux, on voit que tout de suite le signal est complètement difforme et sur les heatmaps, on va avoir des formes complètement différentes pour nos 3 différents types de battements de cœur, donc dit arythmiques. Et la dernière catégorie, donc la catégorie dite inconnue, que les cardiologues n'ont pas su correctement catégoriser, on voit que cette catégorie va présenter des points communs avec les signaux dits normaux et avec les signaux dits arythmiques. Donc en fait, quand on va regarder la heatmap d'un peu plus près, on remarque que les points qui caractérisent ce type de signaux vont être beaucoup plus étalés sur le graphique. Alors, conclusion de notre modèle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en termes de précision, on est sur une précision générale de 98%. Et je pense que ça s'applaudit. Alors, regardons ce qui se cache derrière ces 98% en plus en détail. Donc en fait, là, ce que vous avez en face de vous, c'est ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc une matrice de confusion, en fait, ça va comparer les résultats prédits et les résultats de la vie réelle sur les signaux qu'on a testés. Donc par exemple ici, dans le cas des signaux normaux, tout en haut, dans la première ligne,
sur 100% des signaux testés, on a 98% de bonnes réponses. On voit qu'aussi, on a des bonnes réponses sur les signaux type ventriculaire, qui est un type d'arythmie. Donc on est à 95%. Et sur les signaux type inconnu, on est carrément à 99%. Regardons maintenant un signal où on est un peu moins bon. Donc le signal de type arythmique supraventriculaire, où on voit que pour 100% des signaux supraventriculaires testés, on est à 89% de bonnes réponses. Mais on voit par contre que le taux d'erreur est plutôt de 11%, et 11% des cas, sur ce signal testé, il a défini que ce battement est catégorisé comme normal. On peut voir ici sur un autre type d'arythmie, donc les fusion beats. On voit que sur tous les signaux testés, on a 80% de bonnes réponses. Et quand le modèle se trompe, les 10% où il se trompe, il va catégoriser ces signaux comme un autre type d'arythmie. Donc ici, même quand il se trompe juste d'arythmie, donc le battement de cœur est quand même catégorisé comme malade. Donc en règle générale, le modèle est plutôt bon et sur une moyenne d'au-dessus de 95% de bonnes prédictions, on dépasse largement les analyses des cardiologues. Merci. Alors comme on est au wagon et que on avait encore un peu de cardio avec mon équipe, on en a fait une petite web-up à destination des cardiologues. Alors je vous présente Hello Harry. Alors Harry, c'est le compagnon des cardiologues pour mieux analyser un signal ECG. Alors je me connecte, là je vois que je suis déjà connecté à l'application en tant que cardiologue. J'accède à l'application. Je vois que dans mon historique de cardiologue, j'ai déjà fait des analyses de signaux ECG de mes patients précédents. Et je vais vouloir analyser le patient que j'ai vu aujourd'hui. Alors en glissant-déposant le signal ECG de mon patient, je vais avoir une prédiction de mon modèle en temps réel sur les battements de cœur. Oui, moi aussi, ça me fait le même effet. Alors, ce que va faire l'application, c'est qu'elle va décomposer un signal ECG donné, battement par battement, pour étudier chaque battement de façon très particulière. En fait, ici, par exemple, on voit que si, là, par exemple, ce qu'on voit d'affiché, c'est un seul battement de cœur, et on voit que l'application, pour ce battement de cœur, a défini qu'il était de type arythmique. Si je regarde l'observation numéro 3, je vois que c'est un type d'arythmie qui a été défini, mais si je regarde l'analyse de mon modèle plus précisément, notamment sur la spider chart que vous voyez en bas à gauche, je vois que le signal est plutôt de type d'arythmique ventriculaire, mais que potentiellement il peut présenter d'autres signes d'arythmie. Donc je vais regarder mes statistiques en bas à droite, et je vois qu'on est à 80%, 81%, pratiquement 82% sur un type d'arythmie dit ventriculaire, et que potentiellement il est à 18% sur un type d'arythmie dit fusion beats. Alors je vais enregistrer mon analyse de mon patient. Et je vais regarder plus précisément l'analyse de mon patient que j'ai ausculté le 27 février. Alors, je vois que les battements de cœur ont tout de suite été catégorisés en deux catégories différentes. Donc, des battements de cœur dits normaux et des battements de cœur dits unknown, donc inconnus. Et 15 jours plus tard, après avoir fait des tests beaucoup plus poussés sur mon patient, je me rends compte qu'en fait, mon patient va très bien et qu'en fait, tous ces battements de cœur sont normaux. Donc, je vais venir annoter chacun des battements de cœur que j'ai sur mon patient comme des battements de cœur dits normaux.
j'enregistre du coup toutes mes annotations. Et ces annotations vont être enregistrées dans le cloud pour améliorer mon modèle de prédiction pour que pour les prochains cardiologues qui passent après moi sur l'application, le modèle présente de meilleurs scores pour le rendre plus robuste. Alors en conclusion, Elohari, c'est l'application qui lie l'intelligence collective des cardiologues, parce qu'on ne peut pas s'en passer, et l'intelligence artificielle pour avoir de meilleures analyses électrocardiogrammes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, je tiens à remercier toute mon équipe. Alors d'abord, je commence par Mohamed, qui a une manipulation de la souris comme personne. Je remercie aussi Étienne et Hubert, sans qui ce projet n'aurait pas pu aller au bout. Donc merci à eux. Je remercie aussi l'équipe du wagon qui ont le cœur sur la main. Et je remercie tous les chercheurs et tous les gens qui font avancer la science sans chercher à avoir du crédit particulier et sans qui on n'aurait pas pu faire ce projet. Merci à eux. Merci Wadji. Merci à tous d'avoir suivi ces Démo Day. Je vais demander à tous les élèves de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Bravo à eux. Allez, rejoignez-moi, c'est le moment des remerciements finaux. Je voudrais remercier toute l'équipe pédagogique qui a suivi ce batch pendant 9 semaines. Donc d'abord l'équipe des profs, il y a Bruno qui est dans la salle, Jean, Damien, Igor, Sébastien et Yanis. On avait aussi une super équipe de TA qui nous ont énormément aidés aussi sur ce batch. Il y avait le Ben qui est dans la salle. Il y a Julien qui est dans la salle aussi. Héloïse, Adrien, Jorge, Nicolas, Rémi, Thibaut et Victor. Merci à eux. Je voudrais remercier aussi les gens de l'ombre. Gaëtan à la technique, merci pour la vidéo. Martin et Mathieu pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée sur le curriculum. Je voulais remercier aussi Lou pour les propositions de projet Data for Good. Merci à eux. Et je vais finir en remerciant le staff aussi du Wagon Paris qui a participé à l'encadrement du batch Data Science. Merci à Anouk, Lamia, Tatiana, Thomas et Edouard. Merci beaucoup. Et bonne soirée!